Salut mes amis, salut mes chers compatriotes du Congo. Je fais cette sortie aujourd'hui, ce samedi 8 octobre 2022, pour juste faire un petit commentaire sur l'actualité politique de notre pays. Nous avons tous suivi la sortie de certains de nos compatriotes du côté de Paris qui se sont retrouvés autour d'un dignitaire, un membre influent du clan au pouvoir. Et j'ai suivi également un déferlement des commentaires pour certains, des injures pour d'autres, sur cette aventure qui s'est produite il y a quelques jours en France. Je ne veux pas ici condamner des gens ou approuver une démarche quelconque, mais je voulais juste ressortir quelques éléments pour que les compatriotes essaient de comprendre ma posture, mon point de vue. Un instant, le temps que je partage un peu dans certains groupes. Un instant. Je reviens donc sur ce sujet. Je vais donner mon point de vue. En tout cas, sans émotion. Sans émotion. Je vais dire ce que réellement je pense après un petit temps de réflexion. Voilà qui est fait. Je disais donc que je ne m'empresse jamais à donner ma position sur des faits qui se développent autour de la politique de notre pays. J'ai pris l'habitude de prendre un temps de réflexion, d'analyse, avant de venir donner mon point de vue. Alors, qu'est-ce que je pense de manière générale? Je pense que la situation du Congo, le problème politique, la crise politique qu'il y a au Congo, parce qu'il faut d'abord accepter qu'il y a crise dans notre pays à partir du moment où un groupe d'individus ont décidé d'usurper le pouvoir. Il y a deux approches de solutions, à mon avis, à mon humble avis. Je ne suis pas un expert. Pour reconquérir le pouvoir au Congo-Brazzaville, soit on le fait par la force, donc en détournant sa soubresaut par des voies militaires, soit on le fait par la voie de la négociation. Et quand je vois les deux possibilités, les deux pistes, je me dis que la piste la plus salutaire, ce serait une négociation politique. Parce que la guerre, elle est destructrice. La guerre, c'est facile de commencer, mais il est difficile parfois d'en prévoir l'issue. Et il est parfois difficile aussi d'en prévoir les dégâts collatéraux. Je pense que la solution ultime pour le Congo devrait être une négociation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le constat que moi j'ai fait
depuis un moment, depuis que nous sommes dans ce combat, depuis le changement de la Constitution par Sassou Nguesso, dans le but de s'éterniser au pouvoir, c'est qu'il y a des compatriotes dans la diaspora qui ont pris des initiatives, justement allant dans ce sens. Parce que le dialogue aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a deux partis en conflit. Le clan au pouvoir et les autres Congolais. Et quand on parle de dialogue, c'est-à-dire que c'est une discussion entre deux parties. Les deux parties, ce sont les Congolais, donc le reste des Congolais. Et le clan au pouvoir. Il faudrait que les gens comprennent déjà que le jour où nous nous trouverons sur une table, autour d'une table, nous aurons en face Sassou Nguesso. Nous aurons en face le clan au Kemba, nous aurons en face les, je sais pas, Mvouba Isidore, les gens du pouvoir, les Ibovi, et ainsi de suite. Il faut déjà se préparer à cette idée que si la médiation internationale ou une organisation internationale nous demande de dialoguer, on dialoguera avec qui? On ne dialoguera pas seulement entre nous, les partisans de la soi-disant opposition. C'est avec le pouvoir qu'il faudra dialoguer. Quand on va à un dialogue, il y a un cahier de charges. Il y a des demandes que l'on fait, mais il faut aussi accepter, laisser une brèche, une parenthèse pour accepter des compromis, des concessions. Parce que l'autre partie aussi viendra avec des demandes, des exigences. Donc, c'est du donnant-donnant. Voilà, je vais donc continuer mon idée. Je ne vais pas répondre en ce moment aux commentaires qui sont faits ici et là. S'il y a des gens qui ont, je ne dis peut-être pas la science infuse, mais ceux qui ont des moyens de contourner un dialogue, ben écoutez, nous serons partants avec vous. S'il y a seulement ici, vous avez des moyens de pouvoir détourner aujourd'hui Sassou Nguesso par la voie militaire. Combien de temps ça prendra, il faut aussi nous dire. Est-ce qu'il faut attendre encore 5 ans? Est-ce qu'il faut attendre encore 10 ans? Il faut attendre combien de temps? Je n'en sais pas. Mais pour revenir à l'idée initiale, je voudrais donc dire que les initiatives ont été prises. Et malheureusement, notre façon de réagir, je ne la trouve pas responsable. Parce que dès que quelqu'un prend une initiative, on l'attaque, on l'assomme. C'est lui qui est vendu, c'est lui qui est ingérérisé, c'est lui qui est collaborateur. On a vu ça avec André Ngombe. On a vu ça avec les dirigeants même qui sont sur place au pays. Notre frère qui est à Londres aujourd'hui, ils ont pris des contacts au niveau de Brazzaville pour que s'ouvre un dialogue politique. Nous avons vu plus ou moins la posture du feu Parfait Kolela, que nous avons aussi attaqué. Quand je dis nous, notamment nous les Congolais de l'étranger. Parce que nous sommes devenus des experts en police politique. C'est ce que moi je constate, que nous sommes devenus des experts en police politique. Nous sommes ceux qui avons la capacité de déceler qui est collaborateur, qui a été guérisé, qui est saboteur, ainsi de suite. Il faudrait que les gens comprennent que le jour où nous irons à un dialogue ou solliciter une médiation, ce ne sera jamais tous les Congolais, l'ensemble des Congolais qui iront. Ce sera toujours 1, 2, 3 Congolais, 4 Congolais ou un petit groupe qui prendra cette initiative
salutaire au nom de la collectivité. La conférence nationale souveraine. Comment cette conférence a eu lieu? Il y avait des facteurs exogènes, évidemment, qui ont contraint le pouvoir à accepter le principe de la négociation. Il y avait aussi des facteurs endogènes. Les facteurs exogènes, c'était quoi? C'était, après l'écroulement du mur de Berlin, la France décide, sous les auspices du président français, François Mitterrand, décide d'imposer des normes de gestion politique aux États africains, en conditionnant l'aide au développement et toute autre aide à l'Afrique, en la conditionnant à la participation de ces pays au processus démocratique. Ça, c'était des facteurs exogènes. Donc, il y avait des pressions extérieures. À l'intérieur, il y avait, à la suite de la crise internationale, il y avait donc la pression des syndicalistes, mais il y avait aussi la pression des hommes politiques ou des organisations politiques. Ce n'est jamais l'ensemble des Congolais qui sont allés voir Sassou Nguesso pour dire il faut qu'on ouvre la conférence nationale. La conférence nationale, l'idée est venue des Congolais de l'étranger, des Congolais de l'intérieur. Mais c'était un groupe. Quand on parle par exemple des Congolais de l'étranger, mais ils n'étaient pas nombreux non plus. C'était un petit groupe. C'était les Tony Moudilou, c'était les autres frères, les Marc Mapingu, Persona. C'était un groupe de personnes, les Massengo Tiassé, et bien d'autres. À l'intérieur, c'était des forces politiques. C'était pas tout le monde, des individualités. Yombi, Kolela, Mungunga. Ils n'étaient pas nombreux. L'ancien secrétaire général de la CSC, Bukamba Yangouma, et ainsi de suite. Ce n'est jamais un grand groupe qui va solliciter au nom de tout le monde. C'est toujours un petit groupe. Comme je l'ai dit tout au départ, je n'approuve pas l'initiative de M. Okemba et ceux qui se sont retrouvés en face de lui. Mais je dis que les Congolais doivent se préparer à cette idée d'un dialogue politique, d'ouverture d'un dialogue politique, avec la participation de tout le monde. Mais l'idée qui va la proposer, soit à un médiateur national ou international, accepté par tous. Mais il faudrait faire approuver cette idée par le pouvoir en place, parce qu'il faudra parler au pouvoir en place. Il faut que les gens s'apprêtent à l'idée selon laquelle nous nous trouverons, c'est en face de Sassou Nguesso. Quand on parle de dialogue, c'est avec Sassou Nguesso. C'est avec ce pouvoir. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'on a vu à Paris, nous savons que le pouvoir a été toujours hostile au dialogue, à l'idée d'un dialogue politique. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Paris, qui en était le demandeur, qui a sollicité de rencontrer qui. Est-ce que c'est Okemba qui a demandé à rencontrer les forces vives congolaises sur la place de Paris? Est-ce que c'est l'inverse? En tout cas, je n'en sais pas. Mais je note seulement un comportement aujourd'hui. Parce que, connaissant ce pouvoir, qui est souvent très arrogant, si l'idée était venue de ces jeunes, de ces frères compatriotes que nous avons vus à Paris, qui sollicitent une rencontre politique, Okemba aurait pu refuser aussi. On ne sait jamais. Parce que l'analyse que moi je porte sur le pouvoir politique de Brazzaville, je me dis que ce pouvoir a vieilli. Ce pouvoir montre désormais des signes de faiblesse, de vieillissement, peut-être pas encore d'ouverture, mais qui sait?
si nous appuyons sur les pédales, si nous essayons de forcer sur les poignées, peut-être que cette porte pourrait s'ouvrir. Et s'ouvrira alors un dialogue. Un dialogue que nous souhaitons inclusif. C'est-à-dire que tous les Congolais doivent participer, toutes les sensibilités congolaises, politiques, la société civile, les confessions religieuses, les opérateurs économiques, en tout cas toutes les couches, les étudiants, les travailleurs, les gens qui sont au chômage. C'est tout le monde. C'est un rassemblement de toute la République qui doit se parler à elle-même. Les Congolais doivent se parler à d'autres Congolais. Pour qu'ensemble nous puissions baliser la voie pour un Congo nouveau. Pour qu'on ne tombe plus dans les travers du passé, les erreurs du passé. Excusez. Parce que je suis certain que dans leur fort intérieur, ceux qui sont au pouvoir savent qu'ils n'ont pas réussi. Mais ils ne peuvent pas venir comme ça l'avouer et le dire. J'ai le pressentiment que l'idée du dialogue triomphera sur celle de l'action militaire au Congo-Brazzaville. J'ai le pressentiment que les Congolais pourraient plus facilement accepter le principe du dialogue que de l'affrontement. Parce qu'on a essayé, on a sondé des gens, des anciens militaires, des gens qui sont sur le terrain. Et de ces petits contacts que nous avons eus, il ressort que la négociation politique serait peut-être la meilleure des choses à faire chez nous. Maintenant, il faut la méthode. Ce que M. Okemba a fait à Paris, c'est vraiment de l'amateurisme. Si l'idée est venue de lui, ou elle est venue des autres, et lui, le fait qu'il a accepté de le faire tel qu'ils ont fait, c'est vraiment de la fuite en avant, pardon. C'est vraiment de l'amateurisme, c'est se moquer en fait du peuple. Moi je pense que quand, parce qu'il y a des gens qui ont fait des lettres ouvertes, qui ont écrit des lettres, M. Mirassa, M. Dembatello, qui sont des opposants au régime, qui sont à Brazzaville. Mais il y en a bien d'autres aussi qui ont écrit à M. Denis Sassou Nguesso pour demander que s'ouvre un dialogue politique, parce que l'histoire a démontré que la plupart des conflits se terminent toujours autour d'une table. Le conflit en Ukraine aujourd'hui, vous voyez que même les États-Unis sont d'accord sur le principe de la négociation entre Vladimir Poutine et l'autre. Pourtant, ils sont forts et puis ils se disent, bon, on continue à faire la guerre jusqu'à ce qu'on écrase Poutine. Ou alors l'autre, je continue à faire la guerre jusqu'à ce que j'écrase Zelensky. Mais dans leur backup, ils savent que il serait mieux, aussi bien pour l'Ukraine que pour la Russie, que la guerre s'arrête, qu'ils trouvent un compromis. Et que les positions des uns et des autres soient soumises et respectées, qu'il y ait des demandes, mais qu'il y ait aussi des compromissions à faire. C'est ça le dialogue politique. Au Congo, un jour, nous allons dialoguer. Et le jour où nous allons dialoguer, ce sera avec Sassou Nguesso. Ce sera en face de Sassou Nguesso. Donc, quand les gens disent aujourd'hui, bon, voilà, vous êtes allé, vous avez discuté avec Okemba. Mais demain, le PCT, Sassou, je ne sais pas, pourrait dire, oui, bon, moi qui va me représenter à ces négociations, c'est Okemba Dominique. Vous ferez comment? Il faudra donc l'avoir en face comme interlocuteur. Il faut commencer à se préparer à cette idée. Ça peut être demain Pierre Ngolo. Ça peut être Hugues Ngolo Ndele.
qu'on mettra en face de nous pour discuter justement de l'avènement de la crise politique. Et puis il y a des prémices, parce que je vous ai parlé de la conférence nationale. Ceux qui ont commencé à faire des démarches, c'était pas comme ça, bon, ils ont conclu que bon, tel jour, on commence la conférence nationale. Il y a eu des contacts qui ont été pris ici et là, avant d'arriver à un niveau où le président, à l'époque, M. Sassou Nguesso, a compris l'utilité, finalement, de laisser les choses aller, parce que s'il avait forcé dans sa posture de, voilà, le fauteuil ici, on ne le donne pas, on l'arrache, on le lui aurait arraché en 92, en 90. On le lui aurait arraché. Mais il avait compris la voie de la sagesse qu'il fallait céder. Et aujourd'hui, je crois que le pouvoir aussi a des choses à craindre. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens, mais vous savez que cet argent, surtout celui qu'ils ont gardé à l'étranger, leur appartient à 50%. Et ils en sont conscients. Ils savent aujourd'hui que les biens immobiliers qu'ils ont achetés en France, à Dubaï, à New York, partout, en Afrique du Sud ici, ils savent qu'il y a 50% de chances de perdre ces biens immobiliers. L'argent qu'ils ont caché dans les paradis fiscaux, ils savent qu'ils ont, merci, qu'ils ont des chances de perdre cet argent. Parce que, désolé, les banques dans lesquelles ils ont placé l'argent, ce ne sont pas des banques congolaises. Ce sont des banques étrangères qui pourront trouver un motif demain pour le leur arracher. Mobutu avait gardé l'argent à l'étranger. Mais les enfants Mobutu qui sont vivants aujourd'hui n'ont pas accès à cet argent. Voyez-vous? Le pouvoir sait aussi qu'un jour il va partir, parce qu'il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Mais le pouvoir veut des assurances. Et les assurances ne peuvent être développées, présentées que lors d'un dialogue. C'est-à-dire qu'on accepte le principe que, bon, on fait l'ouverture politique, on réorganise les élections, on fait une nouvelle conférence nationale, ou je ne sais pas comment vous voulez, un nouveau départ. Un nouveau départ, mais Sassou voudra des concessions. Il voudra qu'il reste en vie, qu'on ne le mette pas en prison, par exemple. Il voudra que sa villa Suzette qui est à Meaux, qu'elle ne soit pas saisie, par exemple. Il voudra que la maison qu'il a construite en Pila, sur le site qui appartient à Chakona, qu'on ne lui ravisse pas. Donc il y a des concessions. Il y a Nyangambola qui avait parlé de l'avenir de Mboshi. Aujourd'hui, il faudrait peut-être convaincre Nyangambola et les autres, ceux qui craignent pour la vie des Mboshi. D'abord, que ce n'est pas tous les Mboshi qui sont au pouvoir. Ce ne sont pas tous les Mboshi qui sont à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Mais si eux, ils insistent que voilà, il faut une garantie à la survie des Mboshi. Les Mboshi sont des Congolais. Ils vont rester au Congo, ils vont travailler au Congo, ils vivent au Congo. Il n'y a aucun problème avec les Mboshi. Aucun problème. Parce que l'homme politique a toujours tendance, cette idée de présenter le problème congolais comme étant un problème des communautés. Il n'y a pas de problème entre les communautés congolaises. Les Mboshi n'ont pas de problème avec les Teke. Les Teke n'ont pas de problème avec les Yaka. Les bébés n'ont pas de problème avec les Bangangoulou ou les, je sais pas, les Bomitaba. Nous n'avons pas de problème intercommunautaire. Quand l'homme politique dit l'avenir des Mboshi, mais de quel Mboshi vous parlez? Le Mboshi qui est à Johannesburg ici, qu'est-ce qu'il a à voir avec ce qui se passe à Brazzaville? Le Mboshi qui est à Paris, qui travaille, qui est médecin ou qui est peut-être éboueur, qu'est-ce qu'il a à voir avec Sassou Nguesso? Il n'y a aucun avenir pour les Mboshi. Il n'y a aucune crainte pour les Mboshi. La crainte, c'est pour les dignitaires du pouvoir. Ceux qui voudraient aujourd'hui avoir des garanties, ce sont les dignitaires du pouvoir. Mais ce n'est pas une ethnie. Qu'est-ce que nous pouvons donner lors d'un dialogue? Qu'est-ce qu'on peut donner à Sassou Nguesso? On pourrait peut-être lui dire, bon, on ne ravit pas toutes vos propriétés,
vous en gardez une, seulement une, mais rapatriez l'argent du Congo. Ça, c'est des points que nous pourrions mettre à la table de négociation. On ne vous met pas en prison, mais on vous interdit de participer dans les activités politiques, des réunions, des meetings. Vous vous détachez de la politique, complètement. Les membres de votre famille biologique, personne ne doit faire de la politique, personne. Mais en contrepartie, et c'est ça ce que nous voudrons obtenir à la négociation, en contrepartie, vous allez rapatrier l'argent du Congo. Voilà comment on négocie. Parce qu'il n'a pas envie de mourir. Un homme, quand vous avez de l'argent, vous êtes au pouvoir, même lorsque vous sentez acculé, la mort, c'est vraiment la dernière éventualité. On veut vivre. On veut continuer à prendre du champagne, continuer à fêter, continuer à vivre correctement. Et aujourd'hui, si nous disons à Sassou, voici les concessions que nous vous faisons. Voici ce que nous vous offrons en contrepartie de votre départ. Et votre départ qui serait donc un nouveau départ pour notre République, pour la relance de la démocratie dans notre pays. Ça peut ou ne pas marcher, mais il faut proposer. Donc, enfin, ce que je voulais dire, c'est que les Congolais, quand vous voyez un membre de l'opposition, un activiste politique, avec un autre membre du PCT ou du clan au pouvoir, ne prenez pas toujours des gens pour des traîtres. Ne prenez toujours pas des gens pour des affamés. Ne prenez toujours pas des gens pour des collabos. Il y a des gens qui travaillent en sourdine pour que s'ouvre un vrai dialogue politique au Congo. En Afrique du Sud, moi je vis ici en Afrique du Sud. Je sais comment les gens se sont débattus pour parvenir à la libération du président Nelson Mandela. Ce n'est pas le président de Clerc qui s'est levé un matin pour dire, bon, demain je libère Mandela. Il y a des choses qui se sont faites en sourdine. Il y a des personnalités qui ont travaillé pour ça. Je peux vous citer par exemple un monsieur comme Jean-Yves Olivier, un ami à Sassou Nguesso. Un ami à Sassou Nguesso. Ce monsieur, Jean-Yves Olivier, un citoyen français. Ce monsieur, Jean-Yves Olivier, a travaillé. Des contacts à l'international, ils ont travaillé pour obtenir la libération de Nelson Mandela et de l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de forces comme ça qui travaillent en sourdine. Pour la conférence nationale, je donne l'exemple pour que les Congolais comprennent que la conférence nationale n'est pas tombée comme ça, comme l'eau de pluie. Il y a des gens qui ont travaillé, y compris à Paris, sur la place de Paris. Demandez à Tony Moudilou, demandez à Maître Massengo Tiassé, demandez aux anciens qui sont là à Paris quelle était leur collaboration ou leur participation, qu'est-ce qu'ils ont joué comme rôle pour que la conférence s'ouvre à Brazzaville pourtant. C'est à Paris que beaucoup d'initiatives avaient été prises. Mais les initiatives ont été prises avec qui? Comme je l'ai dit, avec des forces exogènes, les Français. Un instant. Mais avec aussi les gens du pouvoir qui étaient là. C'est avec Sassou Nguesso, c'est avec les gens du clan, c'est avec les gens du PCT que nous discuterons demain. En 1993, quand nous avons eu la crise, la première crise après l'arrivée du président du Souba au pouvoir, il y a eu négociation qui avait poussé les gens à aller à la table de négociation. C'est le général Jean-Marie Michel Mokoko. Avec le haut commandement, ils ont demandé à ce qu'il y ait négociation. Mais qui négociait? C'était les gens qui étaient avec l'Issouba et les gens qui étaient avec Kolela. Il fallait parler, c'est eux qui doivent parler. Puis ce sont les partis en conflit. Dialogue veut dire discussion entre deux parties.
Et les deux partis à l'époque, c'était la mouvance présidentielle et l'opposition. Donc, si vous me voyez demain, un jour, demain, avec un éminent membre du PCT, mais il ne faudrait pas conclure que Dieudonné Ngoma est en train de négocier son retour à Brazzaville. Moi, je suis question de foutre. Si je veux aller à Brazzaville, je peux aller à Brazzaville. Ou si je veux ne plus aller mettre pied à Brazzaville, je peux plus mettre pied. Je peux faire venir toute ma famille ici. Venir ici en vacances, me voir, et puis bon, on discute. Ils repartent. On peut faire comme ça. Si vraiment c'est la famille qui me manque, les gens de la famille qui, pour lesquels j'ai des soucis. Vivre au Congo, bon, c'est pas vraiment une priorité pour moi, quoi. Mais demain, si vous me voyez avec un homme politique qui soit près de 4 millions tués, alors, Edim, écoute, on va revenir sur ça, s'il te plaît. Salut à toi, Edim Kaï. Je dis que il faut que les Congolais commencent à se préparer à l'idée d'un dialogue. Parce qu'aujourd'hui, soit on dialogue, soit on fait la guerre. Qui est pour la guerre? Qui en a les moyens? Qui a les certitudes que lorsque nous allons déclencher la guerre, que c'est nous qui allons la gagner? Si vous avez ces éléments, alors déclenchez-la. Il faut faire la guerre, faites la guerre. Et quand le Congo aura connu la paix, parce qu'à l'issue de cette guerre, peut-être qu'il n'y aura pas aussi négociation, c'est ça, parce que les guerres se terminent autour de négociations. Si à l'issue de cette guerre que l'on veut mener contre Sassou Nguesso, qu'il n'y ait pas de négociation, tant mieux. S'il y a des négociations, tant mieux. Si l'on veut faire comme en Côte d'Ivoire, ou plutôt au Burkina Faso, un coup d'État militaire, mais même un coup d'État militaire dans ces conditions, après il faudrait convaincre les militaires qui auraient fait ce coup d'État à le céder à des civils. Là aussi, on aura besoin d'une négociation. Donc la négociation, je reviens sur ce mot. Pour dire que pour moi et pour beaucoup de personnes, c'est le chemin du salut pour le Congo-Brazzaville. Maintenant, pour nos camarades de la diaspora, nous qui sommes devenus experts en police politique, c'est nous qui savons qui est le vendu. Nous sommes des experts à savoir qu'un tel est collaborateur. Nous sommes les premiers à critiquer. Et c'est ce que nous avons fait aussi avec Parfait Kolela. De 2016 à 2021, dans l'espace politique congolais de Paris, Parfait Kolela, la cote était vraiment zéro. La cote, tout le monde trouvait que Parfait Kolela. Mais quand il est allé aux élections, quand il est décédé, on a vu la mobilisation. C'est toujours après la mort de quelqu'un qu'on reconnaît finalement que, bon, cette personne avait de bonnes idées. Cette personne avait peut-être, si on avait suivi, si on savait, on repart toujours au village de si on savait. Ça veut dire que les initiatives que Parfait Kolela avait prises de 2016 à 2021, pendant cette période-là, on aurait pu organiser. En plus, nous avons un grand problème, un sérieux problème. C'est peut-être génétique, hein, parce que ce problème n'est pas unique au Congo. C'est que nous avons la difficulté majeure, je n'ai jamais compris cela, à nous rassembler autour d'une structure. Et là, c'est valable pour la politique, c'est valable pour les affaires, c'est valable pour toutes les activités où l'on trouve un peu plus de force dans une association. Le Congolais qui fait son parti politique, c'est je, c'est moi. Les autres doivent me suivre. Les autres, évidemment, refusent de suivre
Ils font comme toi. Ils créent aussi leur formation politique. Ils vont. Voilà pourquoi dans notre pays, nous avons près d'une centaine de partis politiques. Parfois sous la même idéologie. Parce que si salut, monsieur Rissi Mwanga. Bonjour à vous. Aujourd'hui, vous voyez que dans les grandes démocraties, parce que la démocratie, elle n'est pas africaine, nous l'avons adoptée de l'Occident. Les grandes formations politiques, aujourd'hui, dans les vieilles démocraties, sont faites sur la base idéologique. Vous voyez, par exemple, en France, la droite, la majorité des partis, ou ceux qui ont pour idéologie la droite, le capitalisme, ils sont souvent dans une ou deux formations politiques, pas plus. Ceux qui sont à la gauche, c'est le PS, je parle de parti classique, par exemple en France, il y avait le Parti Socialiste, il y avait le Parti Communiste de Georges Marchais, qui allaient toujours ensemble parce qu'ils avaient les mêmes objectifs politiques. Chez nous, au Congo-Brazzaville, beaucoup de partis se prônent plutôt la social-démocratie. J'espère que les gens comprennent le concept. Moi, je suis peut-être celui qui connaît le moins parce que je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un médecin, je suis un soigneur. Moi, on m'a appris à l'école à piquer les gens, donner des traitements pour les soigner. Je n'ai pas la vocation d'être un homme politique, mais je suis un politique parce que bon, j'estime que j'ai des idées à apporter et à discuter avec les autres. Vous voyez donc au Congo, vous avez le PCT qui se réclame de la social-démocratie. Vous avez l'UPADS qui est de la social-démocratie. Vous avez, il y a beaucoup de partis. Le parti de Evra Nango, c'est la social-démocratie. Le RDPS, c'est la social-démocratie. Mais diable, si vous avez tous la même base idéologique, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous ne pouvez pas être ensemble et créer un seul parti? C'est là le problème de nous, les Congolais, des Noirs en général. Nous avons des difficultés à nous mettre ensemble autour d'une idée commune, un objectif commun à atteindre et de cheminer ensemble. Donc vous avez ces grandes formations politiques, le RPCT, social-démocratie, un parti, l'UPADS, social-démocratie, un autre parti, et l'un est au pouvoir, l'autre est à l'opposition. Le RDPS, vous avez le parti de... Il y a beaucoup de partis qui prônent la social-démocratie chez nous. Le RDPS à l'époque de Tshisekedi. Et vous avez des partis qui avaient plutôt une idéologie libérale. Vous aviez le MCDDI, vous aviez le RDD. Et qui étaient ensemble à l'époque, à la conférence nationale, pendant la transition. Et quand il s'agit d'aller aux élections présidentielles, le RDD a décidé d'aller finalement soutenir Pascal Lissouba. Mais si les facteurs de rassemblement devaient être les courants idéologiques, mais le PCT, l'UPADS, le RDPS et bien d'autres formations politiques dont je ne me rappelle plus, mais y compris celui de Evra Nango, mon ami Evra Nango, mais il devait être sous une seule structure. Un seul parti qui prend la social-démocratie au Congo. On n'a pas besoin d'avoir 20 partis comme ça. Et ceux qui sont les libéraux, et ceux qui sont les écologistes, et ceux qui sont de, je ne sais pas, l'extrême, les socialistes. Voilà, on devait au maximum avoir 5-6 partis politiques au Congo qui devaient contester le pouvoir au Congo-Brazzaville. Mais nous avons une centaine de partis politiques au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas un gage de bonne démocratie ou de liberté. C'est une grande faiblesse que nous avons. Et quand nous voyons au niveau de la diaspora aujourd'hui, que ce soit sur la place de Paris, on ne va pas seulement continuer à taper sur les gens de Paris. Nous autres ici, aussi en Afrique du Sud, ceux qui sont en Amérique, un peu partout, nous avons cette difficulté à rassembler les gens dans une et même structure pour mener pourtant le même combat, pour parvenir au même objectif.
chacun dans son coin. Et on se regarde à distance, en chien de faïence. Dès que tu fais un pas, ah non, toi tu vas aller au PCT. Ah, toi, on dit que tu as envie d'aller maintenant à Brazzaville. Ah, ben, dès que l'autre prend une initiative, allez, il faut attaquer l'autre là-bas. Parce que lui, on a vu avec Okemba, ou on l'a vu, je ne sais pas, avec Bokilo, je sais qui. Comme ça. Et voilà pourquoi on n'avance pas. Parce que si nous étions bien organisés, si nous étions structurés sur la place de Paris, mais nous n'aurions pas 2 ou 3 structures de lutte. Nous aurions une seule. Et au sein de cette structure politique, là, quand il y a eu, par exemple, des contacts avec Okemba, tout le monde, tous ceux qui sont dans cette structure, sauraient que c'est l'initiative collective. C'est un mandat. Ceux qui sont allés donc rencontrer ont reçu mandat de cette structure pour aller parler au nom de tout le monde. Mais comme il n'y en a pas, chacun fait le pour soi. Ce qu'il peut, ou ce qu'il veut. Et après, on continue à pointer du doigt. Ah, X, ah, Y. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan associatif, dans le cadre des affaires. Nous n'avons pas la maîtrise aujourd'hui de notre économie. Et ceci est valable pour le Congo comme pour d'autres pays aussi. Hein. Je parle des pays donc africains. Parce que ici, vous voyez des communautés, par exemple, juives, ils travaillent ensemble. Ils maîtrisent l'économie de ce pays comme ils maîtrisent l'économie des États-Unis. Et comme ils maîtrisent l'économie de la France. Les Juifs. Les Noirs sont toujours les délaissés. Nous sommes incapables de nous dire aujourd'hui, bon, voici un business plan. Bon, je vais par exemple ouvrir un supermarché et je fais appel à mes amis. Je fais appel par exemple à mon frère est bon. Je dis, bon, Mexan, écoute, voilà ce qu'il nous faut par exemple pour ouvrir la société. Et je prends d'autres personnes. Qu'on se mette ensemble pour qu'on ouvre peut-être, je ne sais pas, une supérette, je ne sais pas, un magasin. Nous n'avons jamais cette culture de nous mettre ensemble pour obtenir un objectif, pour atteindre un objectif. Nous faisons trop le chacun pour soi. C'est un grand défaut. Je réfléchis souvent, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire un jour pour que les gens comprennent, nous les Congolais, nous les Africains, qu'on comprenne qu'il faut travailler ensemble. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest, plus ou moins font cela. Quand vous voyez à Brazzaville, nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui tiennent l'économie du Congo, l'informel, qu'est-ce qu'ils font quand ils doivent acheter, par exemple, le poisson salé? Pour ceux qui ont côtoyé les gens de ces milieux-là, qu'est-ce qu'ils font? Chacun donne un peu d'argent. Ils se cotisent et ils font rentrer la marchandise. Ils se divisent, ils se partagent après la marchandise en fonction de la participation à l'achat. Donc, quand ils font venir, par exemple, des conteneurs de poissons salés, ils sont ensemble, ils ont mis chacun peut-être 10 millions, 100 millions. Ils font venir 100 conteneurs de poissons salés. Quand il faut dédouaner, ils mettent de l'argent et ils dédouanent le poisson salé. Ils ont réussi à importer donc le poisson salé. Et ils vont en ce moment le commercialiser. Doucouré prend une partie du poisson salé. Adamo Sekou va prendre une partie du poisson salé. Mohamed prend une quantité de conteneurs et ainsi de suite. Et ils vendent chez les grossistes. Et après, ça va chez les détaillants. C'est bien que le chiffre d'affaires, l'argent tourne. Quand ils ont fait écouler les 100 conteneurs de poisson salé en un rien de temps, ils reviennent avec de l'argent. Voilà, nous avons réussi. Nous avons eu 1 milliard, par exemple, de francs CFA. Alors, Mohamed, tu t'avais donné 100 millions. Voici donc ta quote-part. Amadou, tu avais donné 50 millions. Voici ta quote-part. Et ainsi de suite.
Ils se partagent de l'argent. C'est ce que les Congolais n'arrivent jamais à faire. Donc aujourd'hui, si vous êtes commerçant congolais, vous voulez vendre du poisson, les autres seront en avance sur vous. Parce que les autres ont la capacité de se mettre ensemble. Le risque qui est pris au plan individuel sur l'achat, la délivrance du colis à la douane et tout ça, il les amoindrit quand vous travaillez en équipe que quand vous travaillez seul. Parce que si vous devez faire venir 100 conteneurs de poissons salés, vous seul, il vous faut 1 milliard. Peut-être que vous n'avez pas de milliard. Vous faites comment? Donc les hommes d'affaires au Congo ne travaillent pas ensemble. Si ce que nous avons connu comme hommes d'affaires, Tietie, Ebina, Niki, je sais pas, Gaspard, je sais pas c'est Gaspard, qu'on appelle le type de Pointe-Noire là. Oh là là. Le cabinet de Pointe-Noire là. Mais exemple, tu dois le connaître là. Mbouyou Georges, Mbouyou, voilà. Les Mbouyou Georges. S'ils avaient réussi à travailler ensemble, je crois que nos frères de l'Afrique de l'Ouest là auraient eu des difficultés à s'installer. Mais aussi longtemps, chacun de nous travaillera dans son petit coin pour son propre compte. Nous n'allons jamais pouvoir récupérer notre économie. Et ça, je me demande toujours comment faire pour que les Congolais se mettent ensemble pour faire des affaires. À l'étranger, c'est difficile. Au Congo, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons peut-être hérité ça comme ça, je sais comment. Mais il faudrait changer cela. Il faudrait qu'on comprenne qu'aujourd'hui, en politique, pour être fort, il faut être un doigt plus un doigt, ça fait 2 doigts. 2 mains plus 2 mains, ça fait quand même 4 mains, c'est pas rien du tout. Dans les affaires, c'est la même chose. Partout où vous allez, c'est la même chose. C'est l'unité qui fait la force, l'union qui fait la force. Ce n'est que comme ça que nous pouvions parvenir à des victoires politiques. Et même économiques, c'était des exemples que je donnais en parallèle. Et pour conclure, parce que je n'ai pas envie de vous garder longtemps, je répète que les Congolais doivent se préparer à l'idée d'un dialogue avec le pouvoir en place. Et en face, le pouvoir en place, quand je parle de pouvoir en place, c'est nous aurons en face de nous Sassou Nguesso, nous aurons en face de nous Okemba Dominique, nous aurons en face de nous Ngolo Ndele, nous aurons en face de nous, je ne sais pas, Landry Kolela, ou je ne sais pas, les dignitaires du PCT. Et nous aurons en face de nous des gens qui soutiennent le PCT. Puisque c'est avec eux qu'il faudra discuter, avec eux qu'il faudra dialoguer. Et nous, si nous sommes tous dans une même structure, ce sera donc les représentants de notre propre structure. Mais si nous avons aujourd'hui, comme nous sommes, disparates, des structures disparates, mais ce sera donc les représentants de toutes ces structures qui iront. Et ça ne sera pas différent de ce qu'on vient de voir à Paris. Donc, à nous de réfléchir, chers amis. Je ne prends jamais des décisions comme ça à la hâte. Je ne condamne pas, je n'approuve pas. Mais je prends souvent un petit temps de réflexion. J'examine. Je me dis qu'aujourd'hui, soit on fait la guerre, soit on fait le dialogue. Et entre les deux, moi je préfère le dialogue. Parce que si on déclenche une guerre, est-ce que on peut, moi, par exemple, me rassurer que les miens ne seront pas touchés, par exemple, parce que je ne voudrais pas que nos parents meurent. Mais qui voudrait que ses parents meurent? Personne. Donc, en ce moment-là, si chacun de nous ne veut pas que nos parents qui sont restés au Congo, nos frères, nos soeurs qui sont restés au Congo, nos neveux ou les Makangos qui sont restés, meurent, et donc ne faisons pas la guerre. Parce que si nous faisons la guerre à Sassou Nguesso, lui aussi il fait la guerre contre nous. Il va tuer les nôtres. Comme nous allons tuer les leurs.
On va casser les maisons, on va casser les biens et la tâche de reconstruction sera un peu plus exaltante, plus difficile. Mais par contre, si nous allons à une discussion politique, une négociation politique, ben, dans la douleur parfois d'avoir concédé ce qu'on ne voulait pas concéder, mais avec la satisfaction aussi d'avoir obtenu de l'autre partie quelques concessions, eh bien, on peut avancer. C'est mieux que d'aller pleurer les gens, d'organiser les veillées ici et là, les enterrements. Un enterrement déjà au Congo me dit que c'est 1 million. 1 million, le moins cher, le cercueil le moins cher, et puis le trou dans une tombe, plutôt la tombe dans un cimetière quelque part de la ville, du côté de Brazzaville. Déjà temps pour organiser des funérailles au Congo. Il faut au moins 1 million de francs CFA. Maintenant, dites-moi, vous avez donc la guerre au Congo et vous perdez 10 membres de votre famille. D'un coup, comme ça qu'il faut enterrer là. 10. 1 million par corps. Il faut donner 10 millions. On connaît ce que gagnent les Congolais. La guerre, et entre-temps, on aura détruit votre maison. Vous aurez perdu 10 membres de votre famille qu'il faut enterrer à raison d'1 million par membre de la famille décédée. Et toutes les maisons seront dehors cassées. Parce que les obus, les bombes et tout ça. Il faudra reconstruire cela. Vous avez quel argent pour refaire tout ça? Donc, le dialogue, c'est la solution qui nous coûtera le moins. C'est celle à laquelle nous devons être préparés pour faire la paix des braves. Sinon, proposez, faites vos propositions et nous allons écouter, nous allons examiner. Je n'approuve pas ce qui a été fait par Okimba Dominique avec ses amis de France. S'il y a des gens qui ont pris des initiatives, que ce soit du côté de Okimba ou du côté de nos camarades de France, l'initiative est peut-être judicieuse, mais seulement elle n'a pas été bien faite. Ni du côté du pouvoir, ni du côté de nos frères. Mais l'idée du dialogue, le principe du dialogue, je m'attache à cela. Je vous souhaite tous un excellent samedi. Pensons au Congo. Vous savez, il y a des gens qui disent, bon, moi, je suis dans mon coin, bon, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai mon argent, je vis tranquillement. Oui, c'est bien beau de le dire, de le penser quand on est à l'étranger. Mais quand tu manges ton croissant là, tu te poses la question si ta maman a mangé au Congo. Et si tu te poses la question si ton frère qui est diabétique a reçu son insuline, est-ce qu'on se pose des questions si vos petits-enfants, vos neveux, qui sont restés au pays, ont eu de quoi acheter des cartables, des cahiers pour aller à l'école? Il faut se poser la question. Donc je me dis que la question congolaise est une question d'intérêt commun. Tous les Congolais, quel que soit votre statut, doivent s'intéresser, doivent participer. Sinon, nous autres là aussi, nous pouvions faire la même chose. Dire, bah, écoutez, moi j'ai déjà réglé mes problèmes, pourquoi je dois encore aller chercher à faire autre chose? On ne peut pas être égoïste comme ça. Parce que même quand on est dans ce statut, comme je l'ai dit, ceux qui sont au pays, c'est ceux-là qui comptent. Ceux qui vous envoient des WhatsApp tous les jours, ceux qui vous écrivent tout le temps pour vous dire en telle difficulté, telle souffrance et tout. Êtes-vous capable de régler tous ces problèmes? Mais pourtant, ce sont des problèmes qui pouvaient être réglés dans un état correct. Donc il faut en ce moment-là lutter, il faut participer au combat. Pour que le minimum que l'État puisse garantir aux citoyens soit finalement garanti. Et pour qu'il y ait moins de coups de fil du Congo pour vous demander 10 euros, 10 rands, 10 dollars. Pourquoi on ne vous pose pas de problème que voilà, un tel ne peut pas aller à l'école parce qu'il n'a pas de chaussures, ou parce que l'autre n'a pas eu de l'argent pour acheter ses médicaments. Parce que les impôts sont prélevés.
chez les fonctionnaires congolais, chez ceux qui sont en privé, les cadres qui travaillent en privé. Ils payent les impôts. Mais quand on paye les impôts dans d'autres sociétés, en contrepartie, l'État garantit des services. C'est-à-dire quand tu vas à l'hôpital, tu fais une crise cardiaque, on met la perfusion, on te donne l'aspirine, on te donne des anticoagulants, on te donne des médicaments. S'il faut t'emmener en salle d'opération, on t'opère, on fait la greffe des artères et tout ça. Et vous n'avez pas à payer des sommes faramineuses. Or, chez nous, vous payez les impôts, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a rien. Finalement, le citoyen paye les impôts. Pourquoi? Il faut travailler pour que nous ayons un autre État au Congo-Brazzaville, que nous ayons un autre pouvoir, que nous ayons un autre gouvernement qui soit soucieux de l'avenir de tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, ethniques, régionales, tribales. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je souhaite que vous partagez cette vidéo. Ce n'est pas pour faire la publicité du dieu du Ningoma. Je n'en ai pas besoin du tout. Mais je veux que les idées que nous mettons sur la place publique, que les uns et les autres puissent suivre, critiquer, que les gens puissent améliorer cela pour le grand bien de tous. C'est tout. Je ne cherche pas à faire un nom, avoir un nom. Je n'aborde aucune ambition. En tout cas, peut-être pas politique. Hein. Dans les affaires, oui. Mais la politique, j'y suis par défaut. Parce que j'aime mon pays. Parce que j'estime que là où je suis ici, en Afrique du Sud, c'est pas mon pays. Et que vous qui êtes en France, ou je sais pas, en Ukraine, ou je sais, c'est pas vos pays non plus. Vous et nous sommes du Congo-Brazzaville. C'est celui-là notre pays. Et nous devons travailler pour que notre pays soit comme les pays dans lesquels nous vivons. Que notre pays soit à mesure d'offrir ce que ces pays-là nous offrent à nous, citoyens étrangers, désormais établis dans leur pays. Parce qu'il n'y a pas mieux que de vivre chez soi. Excelente sábado a todos, los quiero mucho. Muchas gracias por haber compartido este video. I thank you all. I wish you all a happy weekend. And I wish everyone, wherever they are, will share this video with his inner circle, with his friends, and with anyone who might have interest in our country, our beloved country, the Republic of Congo. I love you all. Los quiero mucho, los amo a todos. Je vous aime tous. Excellent weekend. Bambote, 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 bambote. Mingi, mingi, mingi. Bele, 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 bele. Ciao.